Le sujet qui va être abordé maintenant, leçon du passé, action pour l'avenir, résilience proactive, ransomware. Et pour parler de ce sujet, eh bien c'est Mathieu Billot de la société Pentera qui va œuvrer pendant 30 minutes. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous. Donc oui, je suis Mathieu Billot, je suis Solutions Architect chez Pentera. Et aujourd'hui, donc on va parler ransomware historique et comment s'appuyer sur les leçons qu'on peut tirer des campagnes passées pour justement préparer l'avenir. Du coup, déjà, j'imagine que si vous êtes là, c'est que vous avez un intérêt pour la cybersécurité et que donc forcément le terme de ransomware ne vous est pas étranger. Mais par contre, j'espère pour vous que vous n'avez jamais eu à voir ça sur un écran ou qu'on ne vous a pas réveillé en pleine nuit pour vous dire qu'il y avait ce genre de message sur un de vos systèmes en production. Alors bon, le but c'est pas forcément de mettre les gens mal à l'aise, mais est-ce qu'il y a des gens à main semi-levée, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà vu ce genre de choses en production? Ok, donc il y en a quand même eu. Moi, j'en ai déjà vécu hein, dans mes carrières passées, j'en ai déjà vu. Ça fait pas plaisir, surtout que là, on a des choses WannaDecrypt, donc c'est du WannaCry. WannaCry, ça a été un sujet très chaud et très compliqué vers 2017, puisque du coup, les gens ont commencé à se rendre compte que quand on leur disait qu'il fallait mettre à jour les systèmes, il y avait peut-être une raison et ce n'était pas juste pour le principe de vous dire acheter des logiciels soutenus et maintenus par des éditeurs. Ça a vraiment été, je pense, le point qui a fait basculer en termes de maturité sur le ransomware, la vision des gens. Donc du coup, ce qu'on va voir ensemble pendant les un peu moins de 30 minutes qui nous restent, ça va être d'abord une petite timeline de l'historique des ransomware, les points qui ont été importants en 2024 sur l'actualité cyber. Et ensuite, on va parler de points d'entrée, de TTP, de comment passer à un état d'esprit proactif. Ça tombe bien, j'ai cru comprendre que c'était le but des démos techniques ici. Et ensuite, si vous avez des questions, on aura une petite session questions-réponses. Voilà, donc ça c'est une timeline un peu simplifiée de l'historique des ransomware au fil du temps. Pas mal de gens vont reconnaître des noms qui vont leur parler. Typiquement, normalement, Loki, Petya, NotPetya, WannaCry, c'est des choses qui parlent beaucoup. Maze, Conti, Oreville, ça commence à être un peu plus récent et c'est des choses qui parlent aussi. Mais souvent, on oublie que les ransomware ne sont pas apparus dans les années 2000, mais que le tout premier ransomware découvert dans le monde, c'était en 1989. Et donc, ça a été propagé par de l'ingénierie sociale. Donc c'était le petit nom anglais, c'est AIDS Trojan. Donc du coup, c'était le Trojan SIDA. Pourquoi ça porte ce nom? En fait, un biologiste qui avait participé à une conférence de l'OMS a récupéré la liste de tous les participants de cette conférence et leur a envoyé des disquettes, des disquettes qui promettaient d'avoir accès à des informations sur la recherche sur le sida. On est en 1989, on est au tout début de la recherche sur le sida. Forcément, c'est un sujet chaud pour les gens. S'ils ont participé à cette conférence de l'OMS, c'est qu'ils voulaient avoir des informations. Donc, que font les gens? Ils prennent la disquette. Après tout, ils l'ont reçue suite à leur participation. Il n'y a pas de raison que ça ne soit pas légitime. Et surtout, à l'époque, l'hygiène informatique n'est pas celle qu'on a aujourd'hui et on n'a pas les mêmes problématiques. Donc les gens mettent la disquette, il ne se passe rien. Visiblement, les infos qui sont dessus, c'est pas si intéressant que ça. Ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe dans les coulisses. À partir du moment où la disquette a été insérée, pareil, ça va démarrer un logiciel. Le logiciel va se mettre en fond, va s'installer dans le système et attendre quelques reboots. On va attendre, au début, il ne se passe rien. Un reboot, 2 reboots, 3 reboots. Je ne sais plus combien de reboots c'était exactement, mais au bout d'un moment, quand la machine redémarre, on a un message qui nous dit « Votre disque C est chiffré. Pour accéder aux données, il va falloir payer. » Alors, on est en 1989, on n'a pas les bitcoins, donc la demande de rançon, c'est en dollars. Et on demande d'envoyer 189 $ par courrier dans une boîte postale au Panama. Donc, du coup,
forcément les gens s'inquiètent. Certaines personnes payent, d'autres pas. Il y a un travail de recherche qui est fait pour comprendre comment fonctionne le ransomware. Comme on est aux prémices des trucs, c'est du chiffrement symétrique. On se rend vite compte que la clé utilisée pour chiffrer, c'est la même que pour déchiffrer et que la clé elle est en local sur la machine. Donc facile de retrouver. Le responsable du ransomware est très vite retrouvé et donc on a gardé le nom de Trojan Sida puisqu'il a promis de donner tout l'argent qui avait été collecté à des œuvres justement pour la recherche sur le sida. Ensuite, on va passer un peu vite et on va arriver en 2010. En 2010, on a beaucoup plus d'échantillons ransomware qui sont disponibles. On en compte plusieurs dizaines de milliers. Mais surtout, en 2010, il y a quelque chose d'important. Il y a la naissance de l'argent virtuel, le Bitcoin. Aujourd'hui, le Bitcoin, pour nous, c'est normal. Ça fait 15 ans que ça existe. Tout le monde a entendu au moins une fois parler de Bitcoin. Tout le monde sait à quoi ça sert. Tout le monde sait que le cours monte et descend. Il est passé au-dessus des 100 000 $ à une époque. Mais ça a été une petite révolution en 2010. Petite révolution où au début, les gens ne prennent pas ça au sérieux. Les gens se disent juste, bon, on peut miner avec une carte graphique, on peut récupérer de l'argent que je ne sais pas trop comment utiliser. Aux États-Unis, on donne des pourboires en Bitcoin aux livreurs de pizza. Parce que c'est rigolo, ça ne coûte rien, on donne des Bitcoins. Aujourd'hui, ça vaut des centaines de milliers. Mais surtout, ce que ça a révolutionné, c'est que quand vous voulez demander une rançon, demander à quelqu'un de vous verser de l'argent, ça implique d'avoir un compte. Avoir un compte, on peut remonter jusqu'à vous. Ou avoir une boîte postale comme le cas du Trojan Sida au Panama. Et le problème de ça, c'est que c'est compliqué des fois de faire des virements. Et surtout, on peut remonter plus facilement à vous qu'avec un argent complètement virtuel qui est censé être intraçable ou presque. Et donc, du coup, ça va très vite de pouvoir utiliser ça comme mécanisme pour dire on va payer. En 2013, on commence à voir l'apparition des crypto-lockers et donc d'utilisation de protocoles de chiffrement vraiment robustes. Où là, du coup, on ne peut pas se dire avec un peu de chance, je peux réussir moi-même à déchiffrer les données. On va commencer à avoir des choses où il va falloir payer. En 2016, on commence à attaquer la partie auto-réplicante avec Loki et Petya, où donc là, on va utiliser des vulnérabilités pour déployer des logiciels plutôt de type VR qui vont se propager sur le réseau. Une première machine compromise va se propager un peu partout toute seule et on n'aura plus besoin de passer par l'étape envoyer une pièce jointe à quelqu'un, envoyer une clé USB, aller brancher des choses. Le logiciel va être capable de se propager tout seul sur le réseau, de trouver d'autres hôtes et effectivement, possiblement, s'il y a une clé, de se mettre sur une clé, de se propager. On a aussi Conficker qui est plus ou moins à la même époque, qui va faire pas mal de dégâts, notamment sur des organismes administratifs ou étatiques. En 2017, on commence à découvrir donc NotPetya et WannaCry qui sont là des ransomware de type wiper. On va pouvoir vraiment effacer les données et là, on va découvrir que le fait d'avoir un ransomware, ça peut avoir un impact métier pour des organisations. On sort du cadre purement, on a chiffré mes données et donc du coup, si je veux récupérer les données, je vais devoir payer. Là, on a des sociétés qui se retrouvent à l'arrêt complètement, qui ont des lignes de production qui ne fonctionnent plus, qui ne peuvent plus assurer leur métier principal. On a des boîtes qui mettent 4 à 6 mois à se remettre en activité avec des équipes cyber pourtant rodées et qui pensaient être prêtes. Donc du coup, c'est vraiment un shift au niveau mentalité. On peut vraiment casser, on peut détruire, on peut faire mettre la clé sous la porte à des entreprises avec ce type d'activité. En 2019-2020, si jamais ça ne suffisait pas d'avoir cassé des business, on a Maze qui popularise une nouvelle technique qui s'appelle la double extorsion. En effet, jusqu'à présent, on demande aux boîtes de payer. Il y a des boîtes qui payent, il y a des boîtes qui ne payent pas. Et du coup, c'est compliqué quand on veut en faire un business model et qu'on veut vivre de ça. Enfin, vivre, chacun son choix de vie. Mais si on veut gagner de l'argent et payer tout ce qu'on a à payer avec des ransomware, il faut trouver un moyen de forcer les gens à payer. Et donc, la double extorsion, le principe, ça va être, on va vous mettre une note, on va vous dire, payez pour récupérer l'accès à vos données. La personne va se dire légitimement non, j'ai pas envie de payer, je vais pas négocier avec vous, j'ai autre chose à faire et surtout j'ai pas d'assurance qui vont couvrir ça. Et donc on va tomber sur la partie de la double extorsion qui va être si vous payez pas,
on va donner vos données publiquement à tout le monde. Puisque du coup, si vous estimez que vos données valent rien, on va voir si vraiment elles valent rien. Et donc on voit les sites de Maze sortir et donner des échantillons de données. Juste pour montrer, regardez, on sait vos données, on les a. Et ce n'est pas des fausses données. Regardez bien, vous pouvez les télécharger et les regarder vous-même. Et donc du coup, ça va vraiment augmenter le quota de paiement. Et dans la foulée, Conti et Oreville popularisent le modèle de ransomware as a service, avec notamment un fonctionnement avec des affiliés. Donc c'est-à-dire qu'avec ce type de malware, vous n'avez pas forcément besoin d'être bon en informatique, vous n'avez pas forcément besoin d'être un chercheur en cybersécurité, pas besoin de savoir comment coder. Vous pouvez tout simplement aller sur un petit store sympathique sur le Darknet, mettre un certain billet pour acheter le starter kit. Le starter kit va contenir tout ce qu'il vous faut pour démarrer votre ransomware, le générer et pour envoyer. Et comme ils sont sympas, vous allez même avoir des playbooks qui vont vous permettre de savoir quelle technique utiliser, comment lancer les commandes et comment avancer là-dessus. Et donc on marche sur un modèle d'affiliation et de gains partagés. Donc le deal, c'est vous mettez un billet pour acheter la solution et une fois que vous avez la solution, vous allez reverser 10, 20 ou 30% à la société en charge de créer les campagnes, parce qu'après tout, c'est eux qui font le gros du travail, donc pourquoi ils ne prendraient pas une belle part. Le problème là-dedans, c'est que du coup, ça commence à travailler comme une vraie entreprise. On sort du 3 gens dans un garage, 3 copains qui ont décidé de mettre le monde à feu et à sang, et que du coup, ça marche vraiment comme une entreprise. Et comme dans toutes les entreprises, on peut avoir ce qu'on appelle de l'insider threat, donc de la menace interne. Et donc, un affilié Conti pas content leak sur Internet, du coup, ce qui deviendra le Conti leak, avec toutes les méthodologies utilisées par Conti. Et donc là, on peut se rendre compte que c'est pas de base, c'est livré en russe, mais avec une traduction approximative, on a toutes les consignes et le parfait guide du petit hacker de système qui explique, en fonction de ce qu'on rencontre sur le système, qu'est-ce qu'on va devoir utiliser. Ça a fait mal aussi à l'orgueil de certaines sociétés de services, parce que c'était mieux documenté des fois que leur procédure interne. Ensuite, on a des ransomware qui vont chiffrer le monde industriel avec Equance notamment, et donc on commence à voir des attaques sur des systèmes à plus large échelle, notamment l'attaque de Colonial aux États-Unis qui a permis de bloquer justement donc toute la partie extraction de pétrole. Et comme vous le savez, aux États-Unis, le pays est très grand, ils aiment bien les très grosses voitures et les très grosses voitures, ça consomme beaucoup d'essence. Donc ça a causé vraiment de la panique parce que quand ils ont vu partout aux journaux qu'il y avait des problèmes pour l'approvisionnement en essence, ils ont fait ce qu'on fait nous aussi quand on a une annonce aux journaux ou à la télé il n'y aura plus d'essence à la pompe demain. Ils sont tous partis à la pompe et ils ont vidé toutes les pompes avec tout ce qu'ils pouvaient, des jerrycans, des sacs plastiques. Et le pays s'est retrouvé avec une grosse problématique pour avoir de l'essence. Et là, ils se sont rendus compte que le monde de la cyber et donc la partie informatique pouvait avoir un impact sur leur vie, chose qu'ils avaient commencé à oublier parce que WannaCry, ça faisait déjà 4 ans, donc on était passé à autre chose. On a l'apparition de Logbit, et Logbit c'est important parce que Logbit ça fait partie des menaces qui ont été les plus grosses et qui ont généré le plus d'argent au niveau des paiements de rançon. Mais surtout Logbit, c'est un peu un hydre. À chaque fois qu'on coupe une tête, ça repousse. Et donc malgré le fait qu'on va voir qu'un peu plus tard il y a eu le takedown de Logbit, Logbit n'est jamais vraiment mort, il y a toujours quelqu'un qui reprend le flambeau et qui lance une nouvelle campagne de Logbit. En 2023, on a eu, pendant la période de Black Hat, on a eu les attaques sur les casinos MGM notamment, et le fait que des gens ne puissent plus rentrer dans leur chambre d'hôtel après une conférence parce que le système avait été entièrement loqué. C'est problématique forcément. En 2024, on voit au niveau des nouvelles techniques utilisées le fait de passer par des attaques de supply chain. La supply chain, le principe, c'est si je veux cibler cette organisation qui, elle, est vraiment robuste normalement sur sa posture, elle a forcément des adhérences avec des partenaires, avec des fournisseurs, avec des technologies qui sont installées dans son système. Et si j'arrive à impacter une de ces technologies,
indirectement, je vais pouvoir les toucher eux. Notamment, vous avez tous entendu parler des attaques sur SolarWinds, par exemple. Et ben, le fait de déployer un malware dans SolarWinds a permis d'aller toucher énormément de choses partout, puisqu'en fait, tous les utilisateurs de cette technologie ont récupéré les mises à jour et pris ce qu'il y avait à prendre. Donc en 2024, victoire enfin pour les gentils. Le FBI réalise en opération conjointe et plusieurs autres agences gouvernementales le takedown de Logbit. Donc à ce moment-là, Logbit, on est sur la campagne Logbit 3.0, puisque donc on a eu Logbit, Logbit 2.0, Logbit 3.0. Hourra, 2024, c'est fini Logbit, on a takedown. 2025, on a Ransomware Hub qui apparaît et qui donc fait encore plus de dégâts. Et surtout, c'est pas sur les slides, mais on a Logbit 4.0 parce que Logbit ne meurt vraiment jamais. D'après vous, quelles industries ont été le plus affectées en 2024? Alors je sais que ça va être compliqué, là on ne peut pas vraiment faire un vote à main levée, vous n'avez pas vraiment de télécommande. Donc je vais vous laisser imaginer la réponse dans votre tête et voir si ça correspond à ce que nous on a en termes de métriques. Donc c'est un report annuel, c'est plus basé sur des données US, mais ça va marcher quand même. Et donc les 10 industries les plus ciblées par les ransomware en 2024, ça commence par le transport, ensuite on a la technologie, le gouvernement, l'éducation, la santé, et la santé ça touche beaucoup de gens, on a eu des cas aussi en France de fuite de données liées à la santé. Ensuite, on a le monde de la finance, la construction, la manufacture, le retail. Ça commence à être bien ciblé, le retail, parce que du coup, forcément, c'est des choses qui ont beaucoup de systèmes et beaucoup de legacy, et c'est facile de les taper sur du legacy. Et paradoxalement, on pourrait croire que ce genre d'organisme tape plus du client final. Et en fait, non. On va taper du service métier, enfin du service professionnel, du business. Parce qu'en fait, si vous déployez un ransomware, par exemple chez un infogérant, possiblement ça impacte tous ses clients. Et en plus d'impacter tous ses clients, vous n'êtes pas bête. Vous savez qu'il a des clients. Donc les clients, eux, ils ont de l'argent. Et s'il veut continuer à faire de l'argent avec ses clients, il va falloir qu'il paye. Donc 2024, comme je vous disais, Ransom Hub devient le groupe de ransomware le plus populaire en ayant touché plus de 600 organisations au global dans le monde. Et on leur donne même le nom de nouveau Logbit. C'est peut-être aussi ce qui a donné à Logbit l'idée de faire un Logbit 4.0 pour montrer qu'ils n'étaient pas morts. Ransom Hub, le problème, c'est que voilà, il marche aussi avec un modèle d'affiliation. Donc vous pouvez acheter le starter kit. Ça utilise des vulnérabilités qui sont quand même assez anciennes, 2021 et 2020, donc NoPack et Zero Logon, mais qui malheureusement dans certains environnements ne peuvent pas être patchés. Et sur le modèle d'affiliation, ils font 90-10, donc au final, pour quelqu'un qui investit un peu, 10% sur ce qu'ils vont gagner, c'est pas tant que ça. Les attaques sur la supply chain, justement, il y a eu des choses qui ont été faites au niveau des assurances santé aux États-Unis, avec un incident qui a touché plusieurs centaines de milliers de personnes. Et donc là, pareil, les gens prennent conscience que ça peut avoir un impact direct, parce que si je vais à la pharmacie chercher mes médicaments et qu'on me refuse des médicaments ou qu'on me dit que je dois payer à la place de ma mutuelle parce que le système de ma mutuelle est tombé, forcément les gens ne sont pas contents. En termes de paiement, par contre, les paiements ont diminué en 2024 par rapport à 2023. Donc pareil, ça c'est une question qu'on a souvent et j'anticipe un peu sur les questions-réponses. Souvent on nous demande est-ce qu'on doit payer ? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. La réponse la plus générique, c'est non de base. Et ensuite, on discute. Mais voilà, les paiements ont diminué. Alors, ça peut être attribué au fait que Logbit a été takedown. Et donc, plus de Logbit, moins d'impact. Ou peut-être juste que les gens ont commencé à prendre conscience que même si vous payez, ça n'empêche pas que derrière ils reviennent, ça n'empêche pas que des fois il y en a qui ont payé, qui n'ont jamais récupéré les données, et donc les gens se disent peut-être je vais arrêter de payer. Il y a eu beaucoup plus de victimes par contre en 2024 et c'est exponentiel. Le but c'est pas de vous faire peur, mais effectivement ça augmente au fil du temps. Les ransomware, c'est de plus en plus facile
de déployer ce genre de choses. C'est de plus en plus facile d'apprendre comment mettre ça en place. Donc du coup, ça a forcément augmenté. Et on a observé un shift en termes de méthodologie. Là où avant, début 2000, on prenait son petit Metasploit Vanilla, on le balançait et ça marchait. Après, on a les antivirus qui sont passés aux EDR, ça devenait plus compliqué. Donc on a commencé à faire du malware sur mesure et du custom. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'il y a ce qu'on appelle les LOLBAS, donc les Living of the Land Binaries and Scripts. Donc sur toutes vos machines, que ce soit du Windows ou du Linux, il y a tout un tas d'utilitaires qui sont présents et qui peuvent servir à faire pas mal de choses qu'on a envie de faire dans le cadre de ransomware et qui du coup on n'a pas besoin de recoder maison. Donc les acteurs l'ont bien compris et se reposent de plus en plus sur ce type de technique parce qu'en fait, si vous utilisez un binaire qui a une fonction légitime sur le système, vous savez que l'organisation ne pourra pas l'interdire. Donc du coup, c'est juste à vous de dévoyer l'utilisation pour être sûr que ça fonctionne. Et aussi, ils se sont rendus compte qu'on a ce qui s'appelle le RMM, le Remote Monitoring and Management. Donc ça va être tout ce qui est TeamViewer, AnyDesk. Ah oui, après tout, quand vous avez un service IT, vous voulez pouvoir intervenir sur les machines n'importe quand, n'importe où, et il y a du télétravail de partout. Donc du coup, vous avez forcément ce genre de logiciel. Qu'est-ce qui se passe si j'ai un AnyDesk ou un TeamViewer de déployer et que j'obtiens l'accès ? J'obtiens l'accès à toutes les machines. Et si l'IT utilise AnyDesk, ça paraîtra peut-être légitime à la personne que j'ai utilisé ça. Les points d'entrée des ransomware, les plus courants, du coup, les attaques par brute force. Paradoxalement, ça marche toujours et ça existe toujours. Mais aussi, on a les utilisations de credentials volés ou donnés des fois. Des fois, il y a des gens qui les donnent pour de l'argent. Et les credentials sur du RDP ou de l'accès VPN, ça marche plutôt bien. Et à partir de là, quand vous êtes en interne, vous vous êtes évité tout le gros travail de comment je rentre. Et maintenant, vous pouvez chercher à déployer votre command and control, énumérer les machines, latéraliser. Et une fois que vous êtes suffisamment implanté et documenté sur vos cibles, vous allez chiffrer ce qu'il y a à chiffrer et demander votre rançon. Les vulnérabilités non patchées, bien entendu, ça reste un vecteur très connu, surtout sur des points d'accès, typiquement VPN par exemple. Et les configurations mal finies, le MFA qui manque. On a des organisations où il y a du MFA partout avec une petite étoile, parce qu'il y a partout sauf dans le cas spécifique où le collaborateur, par exemple, il est chez lui, ou dans le cas où à cette heure-là, on ne le met pas. Voilà. Et donc ça, c'est la vision de comment se passe vraiment un incident de cyber et une campagne de bout en bout. Donc on démarre souvent avec un email de phishing ou une autre joyeuseté pour rentrer. Ensuite, on va déployer souvent un infostealer. Donc on va récupérer de plus en plus de credentials sur les machines, obtenir des accès pour aller plus loin. On va pouvoir accéder à distance au réseau et aux autres réseaux qu'il peut y avoir à proximité. Faire la reconnaissance, le mouvement latéral, et à partir du moment où on est implanté, on va sortir les données, on va chiffrer, et à partir de ce moment-là, on arrive au moment du boom, le premier indicateur public, typiquement si c'est Logbit, vous allez apparaître sur le site en disant cette organisation s'est faite retourner par Logbit, s'il ne paye pas sous 30 jours, on va donner les données, et voilà l'échantillon public. Ensuite, c'est plutôt aux US, mais ça pourrait arriver en France aussi. Votre PDG, il va recevoir normalement un petit appel des services étatiques pour lui dire attention, vous avez été compromis, c'est pas normal, on va venir faire une enquête. Et les réseaux sociaux, vous commencez à parler, puisque du coup, on aime bien propager les nouvelles, prévenir les gens. Et donc, on va vous dire que cette boîte-là s'est fait trouer, c'est pas normal, et pourquoi et comment. Et chacun va y aller de son petit avis de si on avait fait ça, ça ne serait pas arrivé. Si vous êtes coté en bourse, le cours va s'effondrer, il y aura des mises à jour qui seront faites au niveau du board pour les prévenir de ce qui se passe, une conférence de presse possiblement pour expliquer ce qui s'est passé, et ensuite investigation forensique, continuer pour notifier les parties prenantes. Typiquement en France, si vous avez ce genre de choses, vous allez devoir prévenir pas mal de monde que vous avez eu de la fuite de données, et ensuite vous allez avoir la réponse et la partie légale. Le problème, c'est que ça c'est très long et que du coup, quand vous êtes arrivé à la phase du boom, c'est déjà trop tard. Donc il faut prévenir et éviter que tout ça arrive.
Mais le souci, c'est que ça prend toujours du temps. Et donc, du coup, souvent, ce qu'on va recommander, c'est de passer sur un mécanisme d'assume breach. Et donc, de partir du principe qu'un attaquant qui veut rentrer, il rentrera. Mais à partir du moment où il est rentré, comment on fait? Donc, pourquoi passer en proactif? Comme je vous disais, le temps est trop court et il y a trop de chances de se faire attaquer pour attendre en se disant du coup on va d'abord simuler tous les moyens de rentrée et du coup on verra. Non, là sur une partie approche proactive de ransomware, il est rentré, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qui va être important, c'est le temps entre le début de la campagne et le temps de détection, donc ce qu'on appelle le dwell time. On va tester forcément en production, puisque du coup, si vous testez sur du lab, on sait comment ça se passe. Le lab est toujours plus robuste que la production, parce qu'il y a toujours des exceptions pour que le métier continue. Et sur le living of the land, du coup, on va faire comme les font les attaquants. On va tester, on va tester, on va tester. On va voir qu'est-ce qu'il y a comme barrière, les mécanismes de sécurité qui peuvent bloquer. Et du coup, pendant cette approche proactive, on va forcément faire des sauvegardes, faire de la restauration et tester les restaurations pour être sûr que ça fonctionne. Parce que le jour où vous aurez besoin des sauvegardes, si ça ne marche pas, il sera déjà trop tard. Est-ce que les ransomware sont tous les mêmes? En fait, c'est des variations. C'est un peu comme si vous prenez les arts martiaux, si vous comparez, je ne sais pas, le karaté et le taekwondo. Il y a des choses qui sont similaires. Par exemple, tous les ransomware vont chiffrer les fichiers, mais ce qui va changer, c'est le type de fichier qu'ils vont chiffrer. Ils vont tous communiquer avec un serveur C2. Ce qui va dépendre, c'est quel serveur. Ils vont tous éteindre des services à un moment ou à un autre. Et pourquoi? La différence, ça va être quels services vont être éteints. Est-ce qu'ils vont éteindre le DR? Est-ce qu'ils vont éteindre le service de backup? Ils vont détruire des backups. Oui, mais quoi? Est-ce qu'ils vont détruire des snapshots? Est-ce qu'ils vont détruire des shadow copies VSS? Ça va changer en fonction des acteurs. Ils vont détruire des preuves. Ils vont détruire des logs. Quel type de log? Pourquoi? Comment? Où? Ça va dépendre de la campagne. Et ensuite, la configuration d'un ransomware, elle est toujours sauvegardée dans le registre. Mais du coup, ce qui va changer, c'est quelle clé de registre et où. Donc, pour pouvoir continuer à vérifier, il va falloir tester un maximum de campagnes. Chez Pentera, on vous propose de faire ça dans un processus de validation continue de la sécurité. Donc, on ne fait pas que de l'approche ransomware, on fait aussi de l'attaque des systèmes pour justement tester du début à la fin et qu'est-ce qui se passe si je me branche sur votre prise et que je lance une attaque en boîte noire. Mais sur la partie ransomware, ce qui va nous intéresser, c'est à quoi ressemble une attaque ransomware par un attaquant et comment Pentera va le faire aujourd'hui. On va donner des credentials à Pentera, partir du principe, comme je vous disais, assume breach. L'attaquant qui veut rentrer, il rentrera. Les credentials, il en aura. On lui donne, on démarre. À partir de là, un attaquant, il va tester où fonctionnent ces credentials, où je peux me connecter. Est-ce que les credentials me donnent des accès suffisants pour exécuter des commandes sur la machine? Est-ce que j'ai des droits d'administrateur ou non? Donc là, Pentera va vous donner un achievement pour vous dire l'utilisateur fonctionne avec des droits d'exécution sur cette machine. Ensuite, on va déposer le malware qui nous intéresse sur la machine via différents protocoles réseau comme le ferait un attaquant directement. On va prendre ce qu'il faut et le déposer avec différents protocoles. On va générer la clé de chiffrement. C'est la base de tout ce qui va être fait sur du ransomware. On va chiffrer pour demander une rançon. Donc du coup, pour ça, il faut générer une clé de chiffrement. À ce moment-là, normalement, votre DR, il sonne. S'il ne sonne pas, il y a des choses qu'il faut tweaker. Ensuite, on va créer l'objet mutex sur le host pour être sûr que le ransomware ne s'exécute pas deux fois et qu'il puisse aller lire le mutex pour savoir qu'il est déjà en cours de chiffrement. On va créer la configuration du ransomware dans le registre Windows pour être sûr qu'on puisse retrouver les éléments et que justement le ransomware sache ce qu'il a fait et puisse par la suite continuer à travailler sans interruption. Et on va par exemple injecter des assembly.net. Donc l'assembly.net, on va simplifier, mais en gros ça va être le code malveillant qu'on va injecter dans un processus existant pour se fondre dans la masse. Et donc du coup ça va être plus compliqué pour les défenseurs et pour les techniques que vous avez de trouver ce qui se passe. Ensuite, le ransomware, lui, ce qu'il va faire normalement, c'est qu'il va arrêter les services de sauvegarde pour être sûr qu'il n'y ait pas de nouvelles sauvegardes qui soient faites. Donc nous, on va lancer la commande pour le faire et voir si c'est détecté ou pas. Si jamais il y a des bases de données, on va les arrêter aussi. Comme ça, du coup, quand on les aura chiffrées et qu'on va dump la base, on est sûr que ça soit bien fait. On va énumérer tous les fichiers sur le host en prévision de ce qu'on va chiffrer pour savoir ce qu'on va chiffrer et quand. Et à partir du moment où on arrive là, on est sur la fin, on est prêt, on sait que tout a été mis en place comme un vrai attaquant, la campagne est prête, on chiffre les fichiers,
on voit si l'antivirus bloque ou pas. Si l'antivirus bloque, on a un échec et donc on vous le dit. Mais là, l'antivirus, en l'occurrence, il ne bloque pas la payload. Et donc du coup, on va supprimer les logs, supprimer les shadow copies. Et là, on est dans un état où on ne peut plus récupérer les données sans passer normalement par l'acteur malveillant. On va établir la connexion avec notre C2, comme le ferait un attaquant, pour exfiltrer les données. Les données sortent vers le C2 et donc du coup, on a fini. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'il faut retenir de Stalk? Le ransomware, ça a un historique très riche, très intéressant. Si vous avez un peu de temps, ça vaut le coup d'aller voir. Ça ne va pas s'arrêter, ça va continuer. C'est de plus en plus simple, il y a de plus en plus de groupes. Les groupes changent, mais les points d'entrée et les TTP restent tout le temps les mêmes. Comprenez votre surface d'attaque, minimisez ce qui n'a rien à faire sur Internet. Le RDP, assurez-vous que le VPN et des MFA. Les identifiants compromis, il y en aura toujours et les attaquants les trouveront, il y a des markets pour ça. Sauvegardez, restaurez et pour tester de manière proactive, faites-le avec des exercices tabletop, mais testez en production avec des outils qui vous permettent de le faire. Là-dessus, on peut vous accompagner chez Pentera, n'hésitez pas, on a un produit qui est dédié à ça. Vous pouvez nous retrouver au stand G6, j'en discuterai avec plaisir avec vous si vous voulez. Testez en continu et du coup, normalement, vous serez prêt pour une vraie attaque. J'ai été un peu pile poil niveau timing, je pense. Donc pour les questions, je ne suis pas sûr qu'il nous reste le temps. Alors a priori on n'a pas le temps, mais s'il y a éventuellement une question, pourquoi pas. Sinon ce que je vous proposerai de toute façon, c'est de vous rendre directement sur le stand de Monsieur Billot chez Pentera.